place la plus importante dans les écrits de Marcille Ficin. Ce prince des interprètes de Platon, comme il le nomme dans le De Christiana Religione, l'a en effet occupé pendant une bonne partie de sa vie. Sa traduction et son commentaire des Énéades, parus en 1492, ont marqué le retour de Plotin en Occident. Les étapes de ce travail sont relativement bien connues, de même que les documents préparatoires qui nous en sont conservés. C'est un de ces documents, le manuscrit de travail du texte des Énéades, du texte grec des Énéades, le Parisinus Graecus 1816, et ses innombrables annotations de la main de Ficin, qui servira de fil conducteur à mon exposé. Ces notes, dont je suis en train d'achever l'édition critique, constituent en effet un document extrêmement précieux qui éclaire la façon dont Ficin aborde les écrits de Plotin. C'est donc à une confrontation de ces notes, aux commentaires édités d'une part, et aux autres écrits de Ficin, et plus généralement de la tradition platonicienne antérieure à Ficin d'autre part, que je voudrais me livrer ici, en sélectionnant quelques thèmes qui me semblent les plus significatifs et en me limitant volontairement à quelques traités seulement des Énéades. Le premier traité des Énéades, le premier traité de la première Énéade, ou traité 53 dans l'ordre chronologique, pose dès le titre la question de la nature de l'homme. Cette question a bien entendu tout pour intéresser Ficin. Il est très opportun, écrit-il, je cite, au début de son commentaire, que ce livre se présente en premier à nous, puisqu'en lui nous nous regardons nous-mêmes comme dans un miroir. Le connais-toi toi-même est un précepte essentiel pour tout philosophe et bien sûr pour tout philosophe platonicien. Cette connaissance de soi passe avant tout par la connaissance de ce qu'est l'âme, une âme dont seul le reflet entre en composition avec le corps, mais qui n'est pas elle-même soumise aux affections corporelles. L'âme rationnelle, je cite, encore Ficin dans le résumé de tout le traité, l'âme rationnelle occupe une position médiane entre les formes divines et les formes naturelles. À elle seule, cette phrase résonne comme une annonce ou comme une reprise de l'un des thèmes majeurs de la philosophie ficinienne, l'âme prise comme copula ou vinculum mundi, élément central et structurant de l'univers. Or, cette âme est expressément identifiée à l'homme. L'homme coïncide avec l'âme rationnelle, écrit Plotin. Vous l'avez donc sur l'exemplier, le texte numéro 2, le bref extrait numéro 2. L'homme coïncide avec l'âme rationnelle, écrit Plotin, et cette assertion, encore sujette à interprétation dans le traité plotinien, est reprise sous une forme bien plus affirmative par Ficin dans les marges de son manuscrit. C'est le texte numéro 1, Anima rationalis haec est homo. Elle se retrouve sous une forme plus développée dans le commentaire édité. C'est le texte 3. La substance que les platoniciens appellent âme au sens propre, dans la mesure où elle diffuse la vie au corps humain, est aussi appelée homme. Elle est l'âme au sens propre. L'importance que prend pour Ficin cette identification de l'homme avec l'âme rationnelle est confirmée par les échos qu'elle produit dans des œuvres qui n'ont plus de lien direct avec les Énéades. Dans une courte lettre philosophique adressée à Giovanni Cavalcanti, texte numéro 4, qui n'est pas daté, mais que l'on peut situer d'après la place qu'elle occupe dans le premier livre de l'Epistolario entre 1468 et 1474, Ficin aborde ainsi la connaissance de soi. « Je me suis souvent cherché moi-même, écrit-il. Or, ce n'est ni en touchant la poitrine avec ses mains, ni en regardant longuement son visage dans le miroir qu'il peut atteindre son propre moi. Car en se cherchant lui-même, celui qui cherche devient l'objet de la recherche. Or, seule l'âme, animus, peut mener une telle recherche. La conclusion s'impose d'elle-même. Je cite, « C'est donc la seule âme que je cherche quand je me cherche moi-même, puisque je suis moi-même seulement âme. » Cette dernière constatation est à l'évidence cruciale aux yeux de Ficin, puisque c'est elle qui se retrouve dans le titre de toute la lettre, « Homo est animus ». Une reprise de ce thème se retrouve sensiblement à la même époque dans le commentaire au banquet de Platon, dont un chapitre porte précisément le titre, c'est le texte 5, « L'homme c'est l'âme et l'âme est immortelle ». Le résumé marginal porté par Ficin lui-même dans le manuscrit autographe de l'œuvre fait immédiatement comprendre de quoi il s'agit.
Les corps ne font que pâtir, les incorporels agissent. Il est vrai de dire, écrit Ficin notamment, que l'homme engendre, se nourrit, grandit, court, se tient debout, s'assoit, parle, fabrique des objets, ressent, comprend. Toutefois, c'est l'âme seule qui fait ça, qui fait cela. Et par suite, l'âme, c'est l'homme. Quelques lignes plus loin, le constat est repris avec plus de précision. Je cite, « Tout ce que l'on dit que l'homme fait, c'est l'âme qui le fait. Le corps ne fait que subir. C'est pourquoi l'homme est uniquement son âme et le corps son ouvrage et son instrument. » L'homme, c'est l'âme. L'origine plotinienne de cette formule cruciale aux yeux de Ficin est expressément confirmée par un passage du livre 16 de la théologie platonicienne de Ficin. Ficin y explique que la plupart des hommes redoutent la mort, car la partie inférieure de l'âme s'est attachée au commerce avec le corps. Or, pour Plotin, cette partie inférieure ne fait pas, à proprement parler, partie de l'âme, mais il en est seulement un reflet. Plotin, écrit-il, c'est le texte 5, prouve en effet que l'homme, c'est l'âme rationnelle. Identifié à l'âme, l'homme véritable de Plotin suit les mouvements de celle-ci, que ce soit lorsqu'elle descend et se complaît à proximité du corps, ou lorsqu'elle monte et opère sa conversion pour se rapprocher des réalités supérieures. Deux points retiennent ici particulièrement l'attention de Ficin. Le premier est la question épineuse de la métempsychose. Celle-ci est abordée par Plotin lorsqu'il évoque les deux cas où l'âme n'exerce qu'une influence très faible sur l'être vivant, un zoon. Le premier type d'inconscience se rencontre chez l'enfant, où dominent les facultés qui dérivent du composé, et chez lesquelles chez l'enfant chez lequel faible est l'illumination qui vient des choses supérieures. Le second type, c'est le texte numéro 7, le second type est celui des animaux ou des bêtes, theria, qui sont soit des réincarnations d'âmes humaines fautives, soit des bêtes seulement bêtes, qui ne sont que le produit de l'âme du monde. Or, pour les animaux issus d'âmes humaines réincarnées, la partie supérieure de ces âmes ne leur est plus accessible. Leur conscience ne perçoit que le reflet de l'âme qui accompagne le corps. Toute conversion est donc ici impossible. Dans le commentaire édité, Ficin revient sur la réincarnation des âmes humaines mentionnée par Plotin, c'est le texte 8, et la rapproche des points de vue de Proclus, Origène et Porphyre, pour finir par la rejeter clairement, qu'ils le voient eux-mêmes. Hec ipsi viderint, conclut-il en utilisant la formule habituelle qui lui sert à marquer un rejet ouvert d'un point de doctrine platonicien. Dans un second temps, toutefois, Ficin s'emploie à atténuer la position plotinienne en faisant fond sur les restrictions que semble contenir le texte grec. Donc, je cite, « Si, comme on le dit, il y a en elles des âmes humaines qui ont fauté, écrit en effet Plotin, et Ficin s'empresse de souligner la réserve qu'impliquent selon lui ces mots. Donc je reviens au texte 8. Il faut noter, animadvertendum, que Plotin tempère ici son jugement dans ce domaine en disant « si nos âmes se trouvent chez les bêtes ». Puis à nouveau, lorsqu'il dit « comme cela est dit », à savoir par les Égyptiens, et encore lorsqu'il rajoute « qui ont fauté », c'est-à-dire les âmes qui ont, comme s'il disait « dans les bêtes » à la place du purgatoire. Et enfin, lorsqu'il nie que cette âme puisse devenir la forme propre de la bête et une partie du composé. La transmigration des âmes, et a fortiori la migration d'une âme humaine vers un corps de bête, est inacceptable pour un philosophe chrétien. Mais Ficin ne se contente pas, dans son œuvre publiée, on l'a vu dans cet extrait, de marquer son refus de la métempsychose. Il s'efforce bien au contraire de désamorcer immédiatement ce rejet pour soustraire autant que possible Plotin à la critique. Pour ce faire, il utilise 4 arguments, dont 3 semblent difficilement contestables. Premier argument, le mode conditionnel utilisé par Plotin. Deuxième argument, la restriction marquée par l'incise. Ces deux éléments peuvent effectivement signifier que Plotin discute ici les opinions d'autrui, sans les prendre totalement à son compte. Et le dernier argument, le quatrième argument résume correctement le texte. Lorsqu'une âme humaine entre dans un corps de bête, la partie supérieure de l'âme demeure inaccessible à l'animal ainsi constitué. Plus surprenant est le troisième argument.
La dimension éthique de tout le développement, qui se traduit par la notion de faute, justifie aux yeux de Ficin l'invocation de la notion purement chrétienne et tardive du purgatoire. Le passage de l'âme humaine dans un corps de bête, mentionné par Plotin, est donc transformé en métaphore du purgatoire. Il s'agit là, à l'évidence, d'un indice fort de la christianisation de Plotin qu'opère Ficin. L'interprétation de la migration des âmes humaines dans le corps d'animaux comme une allégorie est du reste attestée également dans la théologie platonicienne de Ficin, et dans des termes très proches dans son commentaire sur le Phèdre. Cette lecture christianisante du passage plotinien est toutefois totalement absente des notes marginales du manuscrit personnel de Ficin. Ces notes, c'est le texte 9, ne glose stricto sensu qu'un incise hosper legetai, comme il est dit, pour donner un aperçu doxographique sur la question de la métempsychose. Cet aperçu mentionne les Égyptiens anciens, les docteurs de la loi hébraïque, le De Abstinentia de Porphyre, et à nouveau les Hébreux et l'Hebraica Veritas avec la citation d'un verset du psaume 32. Cette série de références est doublement significative. Elle est tout d'abord parce qu'elle oublie. Le Hos per legetai de Plotin ne vise-t-il pas avant tout Platon lui-même, et notamment le Phédon, enfin des passages du Phédon, des passages du Phèdre et des passages du Timée. Ficin connaissait bien entendu parfaitement ces textes. Mais l'on peut se demander si la référence aux seuls Égyptiens, à Porphyre, à Pythagore et aux Hébreux, n'a pas pour but de diluer les prises de position proprement platoniciennes dans un contexte très vaste d'opinions similaires qui ne proviennent pas seulement du monde païen. À défaut d'être acceptable, la doctrine platonicienne et plotinienne de la métempsychose a du moins l'excuse d'être très largement répandue dans l'Antiquité. La double référence aux Hébreux occupe dès lors une position clé dans l'exposé doxographique de Ficin. La première de ces références cite l'opinion de nombreux docteurs de la loi hébraïque, pour qui toutes les âmes ont assisté à la remise des tables de la loi sur le mont Sinaï. Cette présence simultanée de toutes les âmes lors du don de la Torah est effectivement affirmée dans le Zohar, et elle est fréquemment reprise dans la Kabbale. La seconde référence évoque la position qui découle nécessairement de la première, à savoir que toutes les âmes ont été créées par Dieu lors des 6 jours de la création. Une telle création simultanée de toutes les âmes est en effet attestée dans certains passages du Talmud, et c'est elle qui est à la base du développement des différentes théories juives de la métempsychose. Or, cette doctrine repose sur l'interprétation de versets de l'Ancien Testament, comme ici le psaume 32,15, et elle tire donc sa légitimité du texte sacré lui-même. Par ce détour, la migration des âmes de la sagesse juive confère une certaine valeur à la doctrine platonicienne de la métempsychose, qui, même si elle est infondée, n'en est pas moins digne d'étude. En se tournant vers le divin, l'âme se convertit et prend conscience de son origine. Ce retour la conduit d'abord vers l'intellect, que nous possédons alors qu'il nous excède, pour reprendre la formule paradoxale à laquelle Plotin a recours au début du chapitre 8. C'est le texte 11. Cet intellect, précise immédiatement Plotin, n'est pas la disposition hexis de l'âme qui ne fait que dériver de l'intellect, mais elle est bel et bien l'intellect lui-même, auton ton nun. Et la distinction est reprise un peu plus loin par celle entre l'intelligible qui est dans l'intellect et l'intelligible qui est en nous. Alors qu'elle n'est évoquée qu'en passant par Plotin, cette démarcation entre la disposition intellectuelle de l'âme et l'intellect hypostasié est à l'évidence cruciale aux yeux de Ficin. Celui-ci note, c'est mon texte 10, Plotin semble poser plutôt un seul intellect suprême dont dépendent tous les intellects propres des âmes individuelles. À cet intellect double correspond un intelligible également double, l'intelligible dans l'intellect et l'intelligible qui est en nous. Les deux nous appartiennent en puissance et quelquefois en acte. Ficin reprend ici la distinction entre intellect commun et intellect propre, qui est un des fils conducteurs de son interprétation des textes où Plotin traite de l'intellect. Cette distinction n'est toutefois pas présente, sous cette forme dans le passage de Plotin que Ficin commente. Donc, encore une fois, texte 11. Pour Plotin, l'intellect est à la fois commun, koinon men, donc à la ligne 3, donc à la fois commun, koinon men, parce qu'il est indivisible et un et partout le même, et propre, idionde,
ligne 3 toujours, parce que chacun, sans exception, l'a tout entier dans son âme première. Ce qui est en jeu ici, c'est donc l'omniprésence de l'intellect, du participé, aux âmes, c'est-à-dire aux participants, et le caractère impassible de cette participation, et nullement l'établissement d'une hiérarchie entre intellect commun et premier et intellect propre, individuel et second. L'insistance réitérée de Ficin sur la distinction à peine ébauchée par Plotin entre le premier et le second intellect, entre l'intellect commun et les intellects particuliers, vise en réalité à prévenir une interprétation trop rapide de Plotin, interprétation que la concision du texte peut quelquefois favoriser et qui consisterait à voir dans l'intellect seulement l'hypostase toujours en acte, dont les pensées particulières et individuelles ne constitueraient qu'un corrélat parfaitement externe et accidentel. En d'autres termes, c'est une lecture avéroïste de Plotin que Ficin cherche à combattre en introduisant chez Plotin, à chaque fois qu'il le peut, et même là où elle n'est pas, la distinction entre l'intellect commun et l'intellect particulier. La lutte contre l'avéroïsme est au cœur du projet philosophique de Ficin. Quand je dis avéroïsme, ce n'est peut-être pas forcément la doctrine philosophique précise et nuancée de l'Averroès historique, mais plutôt les développements ultérieurs et radicaux de sa doctrine de l'intellect agent qui sont ici visés. C'est-à-dire une sorte d'objectivisme absolu qui conduit non seulement à nier l'immortalité de l'âme, mais aussi à remettre en cause toute notion de responsabilité individuelle et partant à minorer radicalement la dignité fondamentale de l'homme. La position ambivalente d'Averroès dans le système ficinien est assez clairement résumée dans le commentaire édité. C'est mon texte 12. Ficin y résume la position plotinienne concernant l'intellect en la définissant comme une sorte de combinaison des opinions d'Alexandre d'Aphrodise et d'Averroès. Plotin s'accorde avec Averroès concernant l'immortalité et avec Alexandre pour la multiplicité des intellects particuliers. Mais il rejette bien entendu l'unicité de l'intellect affirmée par le premier et la mortalité des intellects particuliers soutenus par le second. Ficin, c'est un fait bien connu, se comprend avant tout comme un interprète de Platon. Et en ce sens, il se retrouve en quelque sorte dans la même position que Plotin plus de 1000 ans avant lui, puisque Plotin se veut lui aussi exégète du divin Platon. Dans ce contexte, il est intéressant de voir comment Ficin aborde le grand traité sur les genres de l'être, que Porphyre a découpé en 3 écrits placés au début de la 6e Énéade. Riccardo Chiaradonna a mis en lumière le caractère polémique de ces traités dirigés contre Aristote et plus particulièrement contre les catégories, et ainsi battu en brèche une vision quelque peu irénique des rapports entre Plotin et Aristote. Comment Ficin lit-il ces textes qui ont été interprétés de façon assez divergente par les spécialistes de Plotin de notre époque? Un indice intéressant nous est fourni par une note placée au tout début du traité 6.1, 42 dans l'ordre chronologique. Cette note, mon texte numéro 27, ne se rapporte pas exclusivement aux premières lignes du premier chapitre, mais porte, semble-t-il, sur le traité tout entier. Dans cette note, Ficin renvoie successivement à Platon et à Thomas d'Aquin, et il place le renvoi à Platon sous le thème de l'opposition à Aristote, contra Aristotelis dialecticam. Platon est donc ici invoqué parce qu'il est un représentant éminent de l'anti-aristotélisme. Mais cette référence n'est pas seulement générique, elle est également, et sans doute même en premier lieu, très précise, puisqu'elle vise clairement l'un des rares passages des écrits de Platon où celui-ci mentionne Plotin. Ce passage se situe dans la réplique par laquelle Platon répond aux critiques que Scholarios a dirigées contre le De Differentis, traité par lequel Platon a lancé la controverse entre platoniciens et aristotéliciens à la Renaissance. Sa critique au De Differentis, Scholarios reproche à Platon d'avoir soutenu que les philosophes grecs et romains ont préféré Platon à Aristote, alors qu'aucun d'entre eux n'a dirigé un traité particulier contre Aristote. Bien au contraire, dit Scholarios en substance, les anciens ont consacré beaucoup de travail à interpréter les sciences qu'Aristote a découvertes à l'aide des genres de l'être, et seul Aristote a été jugé digne d'être considéré comme le chef des philosophes. En commentant Aristote, les anciens ont quelquefois indiqué des différences entre lui et Platon, mais sans jamais attaquer Aristote. Certains ont considéré que la différence entre Aristote et Platon n'est qu'une apparence tenant à leur façon de s'exprimer.
Aux yeux de Scholarios, les philosophes anciens étaient donc soit favorables à Aristote, soit adeptes d'une vision concordiste, et dans cette déférence généralisée à Aristote, les genres de l'être, autrement dit les catégories, jouent un rôle essentiel. Dans sa réplique, c'est mon texte 28, Platon s'efforce surtout de contrer le prétendu concordisme des anciens. Un seul, écrit-il en substance, a soutenu l'idée d'un accord entre Platon et Aristote, c'est Simplicius. Et, s'empresse-t-il d'ajouter, il est clair qu'il le fait contre l'Église. D'autres, je cite, au contraire, ont écrit contre Aristote, et notamment Plotin, homme bien supérieur à Simplicius, qui, entre autres ouvrages d'Aristote, s'est attaqué à ces catégories, et Proclus, qui s'est attaqué surtout à sa théologie. La réfutation de Scholarios passe donc pour Platon par le renvoi à Plotin et à Proclus, et plus précisément par la mention des écrits que Plotin a dirigés contre les catégories d'Aristote, c'est-à-dire précisément les traités 6, 1 à 3 des Énéades. Cette mention de Plotin est d'autant plus importante qu'il s'agit là, il faut le souligner, de la seule référence explicite à Plotin que recèlent les écrits de Platon. Il est donc difficile d'imaginer que Ficin n'ait pas précisément ce passage en tête lorsqu'il se réfère à Platon en marge du traité 42. Mais la mention de Platon ne renvoie pas seulement à un passage précis de la réplique à Scholarios, elle se rapporte aussi plus généralement, comme l'écrit explicitement Ficin, à la question de savoir comment l'être est prédiqué des êtres. C'est donc bien l'interprétation des catégories dans son ensemble qui est visée par Ficin lorsqu'il renvoie à Platon. Ce dernier, Platon donc, consacre en effet plusieurs passages importants de son De Differentis au concept clé de l'homonymie de l'être, sur lequel s'ouvrent les catégories, et qu'Aristote considère, nous dit Platon, je cite, comme sa découverte ingénieuse qui ne serait venue à l'esprit d'aucun de ses prédécesseurs. La réfutation de ce concept chez Platon emprunte deux voies différentes. La première est en quelque sorte interne, elle essaie de prendre Aristote en défaut sur tel ou tel argument. La seconde, qui est la plus importante pour nous, consiste à confronter cette théorie aux conséquences qui en découlent. Si toutes les choses, écrit Platon, je cite, dérivent d'une seule source absolument une, qu'elles soient très nombreuses ou même innombrables, elles doivent néanmoins toutes avoir en commun une chose. Or, que pourrait être cette chose, sinon l'être pris dans un sens non homonymique? Affirmer l'homonymie de l'être et refuser en même temps son unité dans un sens hiérarchique comme le fait Aristote revient donc à nier l'unité fondamentale de l'être. Ce faisant, Aristote introduit le désordre, kakopoliteian, dans le monde des étangs et se contredit lui-même, puisqu'il prétend ailleurs, je cite, que les êtres n'aiment pas être mal gouvernés et que le gouvernement de plusieurs n'est pas une bonne chose et qu'il faut un seul maître. Donc, allusion à Métaphysique 1076 à 3.4. En d'autres termes, l'affirmation fondamentale de la non-homonymie de l'être que fait Platon dans le texte 29, qui ne signifie pas, loin de là, une synonymie totale de l'être. Une telle synonymie serait tout aussi antiplatonicienne puisqu'elle reviendrait à nier toute transcendance. Elle est d'ailleurs expressément rejetée par Plotin en 6.1, 1.18.19. Une telle... L'affirmation fondamentale de la non-homonymie de l'être est essentielle pour sauvegarder l'unité généalogique du monde et donc l'unité de la création. En affirmant le contraire, Aristote encourt donc le reproche de tendre vers l'athéisme. Il faut noter que la polémique anti-aristotélicienne de Platon ne reflète en rien les arguments très subtils et nuancés de Plotin, qui s'opposent en réalité aussi bien à la vision concordiste d'une simple généalogie ap uno, dans laquelle s'inscrirait successivement et à des niveaux superposés la distinction platonicienne entre substances séparées et réalités sensibles, et les catégories aristotéliciennes proprement dites. Donc Ficin Plotin s'oppose en réalité aussi bien à cette vision concordiste qu'à l'application radicale de l'homonymie qui reviendrait à nier toute gradation dans l'échelle ontologique. Il n'est d'ailleurs pas sûr que Platon ait directement pris connaissance de la position plotinienne. L'important toutefois n'est pas tellement la nature précise de l'anti-aristotélisme de Platon, mais plutôt le fait qu'aux yeux de Ficin, la position de Plotin est elle aussi fondamentalement anti-aristotélicienne, et c'est par cette opposition fondamentale à Aristote que Plotin
rejoint en quelque sorte Platon. La référence à la somme contre les gentils de Thomas d'Aquin, qui suit immédiatement le renvoi à Platon, semble alors opérer comme un rééquilibrage au profit d'une doctrine plus authentiquement chrétienne. Ficin invoque saint Thomas pour la question de l'origine de la distinction des choses. Celle-ci est pleinement voulue par le Créateur afin que les créatures, par leur diversité, donnent l'image la plus complète possible de la puissance divine. Comme par exemple dans l'extrait numéro 30 tiré de la Somme contre les gentils. Mon texte 30. La diversité du créé provient ainsi directement de la présence des idées de toutes choses dans la sagesse divine. Du point de vue chrétien, la multiplicité et la diversité des choses ne résultent donc pas d'une dégradation due à une distance plus ou moins grande par rapport au principe, mais elle est le produit parfaitement intentionnel de la volonté divine. Cette théorie thomiste est à beaucoup d'égards opposée à la doctrine néoplatonicienne de l'émanation, mais elle n'est pas en contradiction avec l'affirmation de l'unité fondamentale de l'être telle qu'elle est exprimée par Platon. Au contraire, c'est bel et bien la création de toutes les créatures par un seul créateur qui donne son unité à l'être. Nier cette unité en affirmant l'homonymie de l'être revient donc à faire profession d'athéisme. En juxtaposant la référence à Platon et le renvoi à saint Thomas, Ficin semble vouloir esquisser une synthèse entre la charge anti-aristotélicienne de Plotin et la doctrine chrétienne de la création. Et cette synthèse passe précisément par le double rejet de l'athéisme auquel tend, selon Plotin, la doctrine aristotélicienne des catégories, et rejet du concordisme de saint Lucius. Si la double référence à Platon et saint Thomas a bien un sens et qu'elle n'est pas le fruit d'une simple coïncidence, c'est donc une prise de position radicalement anti-aristotélicienne qui se dessine derrière cette note marginale de Ficin. Historiquement, une telle position semble s'insérer parfaitement dans le contexte de la seconde controverse avec Pic de la Mirandole. Derrière le concordisme de Simplicius et l'athéisme tendanciel d'Aristote, c'est la concordia de Pic de la Mirandole et son orientation péripatéticienne et antiplotinienne qui pourrait être ici visée. Mais quel que soit le sens précis, polémique ou non, de la note ficinienne et son contexte immédiat, il est important de constater que ceci ne laisse aucune trace dans les courts résumés du commentaire imprimé. Bien au contraire, la seule fois où Ficin s'exprime dans l'édition imprimée de 1492, la seule fois où il exprime une évaluation de la position plotinienne, cette position est présentée avec nettement moins de relief. C'est le texte 31. Jusqu'ici, écrit ainsi Ficin en introduction au chapitre 25, Plotin s'est opposé par jeu aux 10 catégories d'Aristote et d'Archytas, peut-être pour exercer l'esprit. Ensuite, il est plus sévère contre ceux qui posent la matière comme principe. En d'autres termes, la polémique dirigée contre les catégories d'Aristote, des chapitres 1 à 24 du traité 42 de Plotin, donc Énéade 6, 1, n'est qu'un jeu de l'esprit, un exercice, alors que la véritable polémique, celle qui occupe les 6 derniers chapitres du traité, porte sur le matérialisme stoïcien. La charge anti-aristotélicienne du traité 42 se trouve donc ici singulièrement minorée, voire totalement niée, l'accent portant sur la réfutation de la doctrine stoïcienne. En croire Ficin, Plotin ne s'est toutefois pas contenté d'attaquer par jeu Aristote, son attaque vise aussi Archytas, ou plutôt elle vise aussi bien les catégories d'Aristote que les catégories d'Archytas. Cette mention d'Archytas dans une discussion relative aux 10 catégories ne peut provenir que d'une seule source, le commentaire aux catégories de Simplicius. Dans le premier chapitre de son commentaire, Simplicius identifie en effet le pythagoricien Archytas comme l'auteur à qui revient le mérite d'avoir identifié 10 catégories et d'avoir donné des explications substantielles sur le nombre et l'ordre de ces catégories. Jamblique a ensuite montré, explique Simplicius, l'accord de cette doctrine avec celle d'Aristote. Entre la première note du manuscrit de travail et la position exprimée dans le commentaire édité, le renversement de perspective qu'opère Ficin est patent. Le recours à Simplicius que trahit la mention d'Archytas accolée à celle d'Aristote symbolise ce changement d'une lecture radicalement platonicienne du traité 42, qui est inspirée par les réflexions violemment aristotéliciennes et anticoncordistes de Platon dans le De Differentiis et dans sa réplique à Scholarios. Ficin est passé dans le commentaire édité à une vision plus irénique des rapports entre platonisme et aristotélisme, pour laquelle les polémiques entre les deux systèmes de pensée relèvent plus d'un jeu de l'esprit que d'une confrontation réelle.
Si la polémique anti-aristotélicienne de Plotin s'inscrit sans trop de difficulté dans un contexte d'exégèse platonicienne, il n'en va plus de même lorsque Plotin s'écarte de Platon lui-même. De tels écarts apparaissent presque à chaque fois que Plotin s'efforce de découvrir dans Platon l'affirmation de la transcendance de l'un bien par rapport à l'être. Il en va ainsi des discussions auxquelles donne lieu le Philèbe et ses développements sur le bien dans le traité Énéade 6, 7 ou 38 dans l'ordre chronologique. Dans ce traité, Plotin aborde le Philèbe dans un contexte consacré à différents problèmes que pose la définition du bien. Une de ces apories, c'est celle que soulève la définition du bien comme mélange d'intellect et de plaisir, telle qu'elle apparaît précisément dans le Philèbe. Comment Platon a-t-il pu qualifier ainsi le bien comme un mélange, alors que pour Plotin, le premier principe se caractérise précisément par son absolue simplicité? Or, cette même question exégétique joue un rôle important dans le commentaire que Ficin lui-même a consacré au Philèbe. À la fin du premier livre de ce commentaire, qui constitue aussi la seule partie dotée d'une véritable conclusion, le second livre étant très bref et inachevé, Ficin note, c'est mon texte 24, que tout l'exposé répond à la question soulevée par son ami et frère philosophe, Michele Mercati de San Miniato, qui s'étonnait de voir que Platon définissait le bien de l'homme comme un mélange. En discutant avec moi, comme tu en as l'habitude depuis les premières années, écrit Ficin en s'adressant directement à son ami, tu as confirmé par de multiples raisons que la fin de l'homme devait être simple, et tu disais que tu te demandais pourquoi Platon avait posé la fin de l'homme comme mixte. Et Ficin ajoute immédiatement, j'ai maintenant répondu à tes arguments, et ce en admettant volontiers qu'ils étaient parfaitement vrais, tout en défendant le mélange de notre Platon. L'aporie que représente la définition platonicienne du bien pour l'exégète qu'est Plotin est donc aussi une problématique centrale pour l'important commentaire ficinien du Philèbe. Dans sa confrontation avec le texte platonicien, Ficin se retrouve en quelque sorte dans la même situation que Plotin. Face à une définition qui semble aller à l'encontre d'un point clé de la doctrine néoplatonicienne, l'interprète platonicien que Ficin veut être au même titre que Plotin doit expliquer le texte dans un sens néoplatonicien sans pour autant désavouer Platon. Or, pour Ficin, cette explication passe précisément par de longs développements concernant les premiers principes et leurs relations. La fin ultime de l'homme, c'est le premier principe qui surpasse toute chose. Il faut donc défendre la place suréminente du bien afin d'établir ce qui est le bien pour l'homme. Les considérations métaphysiques ne sont pas une fin en soi, elles aboutissent à une éthique dont elles constituent en quelque sorte le fondement. C'est dans ce sens que Ficin peut renvoyer dans la note marginale de son manuscrit de travail, texte 21, au traité Énéade 1.4 et Énéade 1.5 de Plotin. La voluptas de l'âme qui s'approche du bien n'est rien d'autre que celle du sage qui, dans son ascension, a atteint l'intellect, comme Ficin le note en marge du chapitre 12 du traité 1.4. Cette référence au traité sur le bonheur, traité plotinien sur le bonheur, doit être rapprochée de renvois similaires dans le commentaire au Philèbe, dont l'un au moins figure seulement dans la dernière version du commentaire qui a été imprimé en 1496. La rédaction du commentaire au Philèbe et la traduction et le commentaire de Plotin sont donc étroitement liés. La réponse que Plotin donne pour résoudre l'aporie du Philèbe est double. Une première réponse provisoire consiste à dire que l'intellect ou son activité, qui est véritablement le bien, provoque dans l'âme un plaisir et que dans ce sens, le bien peut être décrit comme un mélange d'intellect et de plaisir. La seconde réponse, plus définitive, retient toutefois l'absolue simplicité du premier principe, qui est aussi le bien suprême et donc la fin ultime. Si Platon a parlé de mélange de plaisir et d'intellect, il l'a fait de façon métaphorique, faute d'une dénomination appropriée, pour signifier par là que la disposition lumineuse de l'âme devenue intellect est au plus haut point digne d'être accueillie avec joie et préférable. Ficin reprend ces deux réponses en les juxtaposant simplement dans sa note. Le plaisir qui découle de l'activité de l'intellect et qui lui est donc extérieur, c'est toujours le texte 21, correspond au bien que Plotin décrit comme la combinaison de l'intellect comme sujet substantiel et de l'affection de l'âme qui résulte de l'activité de pensée. Il s'agit là, précise Plotin, d'une opinion possible, c'est celle d'Aristote, mais ce n'est pas vraiment la sienne.
Le plaisir plus intérieur, toujours dans le texte 21 de Fissin, dans sa note à son manuscrit de travail, le plaisir plus intérieur, qui est l'acte non entravé de l'intelligence, intima voluptas, en revanche, correspond à la disposition lumineuse de l'intellect qu'évoque Plotin pour décrire l'état qui découle de la contemplation du bien et qui est réservé à l'intellect ou à l'âme devenue intellect. La fin de l'âme intellectuelle, écrit Fissin en tête de l'Argumentum au chapitre 30 dans le commentaire imprimé, c'est mon texte 25, la fin de l'âme intellectuelle, c'est l'acte libéré et suprême de l'intelligence dirigé vers le bien de l'univers lui-même. Et il poursuit, cet acte, c'est la béatitude, même si aucun plaisir extérieur ne lui est ajouté. Et néanmoins, il n'est pas lui-même dépourvu de plaisir, car l'intégrité libérée ou pure de son action et son éminence est plaisir. Cette voluptas intima de l'intellect que décrit Fissin correspond certes à la disposition de l'intellect tournée vers le bien dont parle Plotin, mais une nuance importante n'en sépare pas moins Fissin de Plotin. Plotin se refuse en effet à employer le terme hédoné pour caractériser l'état lumineux de l'âme intellect parvenue à la contemplation du bien. À l'évidence, pour Plotin, le concept de hédoné n'a pas de place dans le monde intelligible et divin. Un passage parallèle de la théologie platonicienne confirme en revanche l'importance de la notion de voluptas dans la philosophie ficinienne. En décrivant la différence entre l'activité des sens et l'activité noétique de l'intellect, Fissin vient à comparer le plaisir sensible au plaisir de l'intellect. C'est le texte 26. Je cite la traduction de Raymond Marcel. L'intellect pénètre habituellement son objet de tous les côtés, puisqu'il sépare ce qui vient de l'intérieur de ce qui vient de l'extérieur, et ce qui est propre de ce qui est étranger, chose que le sens ne fait jamais. De même, l'intelligible, du fait de la pureté et de la puissance admirable de l'intellect, pénètre profondément dans ses parties les plus intérieures, ce que le sensible ne peut faire pour le sens. C'est pourquoi le plaisir de l'intellect vis-à-vis de ce qui est au plus haut point intelligible est non seulement continu et pur, un tel plaisir n'existe pas dans les sens, mais aussi au plus haut point intérieur et entier, et il est en même temps entièrement saisi, dépassant de beaucoup plus le plaisir des sens que la douceur des saveurs ne dépasse les vains attraits des parfums. En d'autres termes, le plaisir le plus intérieur, voluptas intima, est indissociablement lié à l'activité la plus éminente de l'intellect qui pense l'intelligible. Cette voluptas intima n'est pas simplement un degré supplémentaire dans une hiérarchie des plaisirs au bas de laquelle se trouveraient les plaisirs que procurent les sens les moins éminents. Placée au cœur de la seconde hypostase, la voluptas la plus pure se retrouve au sommet de la pyramide ontologique. Sa distance par rapport au sens est proprement infinie. Le passage cité va toutefois plus loin qu'une simple comparaison entre monde intelligible et monde sensible. Il fait de la voluptas de l'intellect une véritable puissance qui relie fortement entre eux, au point de les rendre indissociables, les différents aspects du monde intelligible. La notion de voluptas est bien entendu corrélative à celle d'appetitus et d'amor. Le plaisir est en quelque sorte l'aboutissement du désir provoqué par l'amour, et l'on connaît l'importance du concept d'amour dans le néoplatonisme florentin de la Renaissance. La voluptas intima de l'intellect, comme puissance unificatrice de la diversité du monde intelligible, résulte de la puissance illimitée de l'un, du désir absolu qui découle de l'amour au sens le plus élevé du terme. En ce sens donc, et même si c'est en termes plus proches de Platon que de Plotin, Fissin rejoint Plotin. La puissance indicible de l'un est la source du plaisir intérieur de l'intellect. Si la terminologie qu'adopte Fissin s'écarte de Plotin sur ce point, elle n'en est pas moins très largement influencée par les parties mystiques du traité. La voluptas intima qu'atteint l'âme devenue intellect n'est sans doute rien d'autre que la fruitio Dei, la jouissance de Dieu, que Fissin évoque dans les arguments au chapitre 34 et 35 dans le commentaire imprimé. Fissin décrit dans ces passages l'union avec l'un en termes qui relèvent à proprement parler du domaine des sens. L'âme qui a dépassé le niveau de l'intellect, je cite, s'accouple alors merveilleusement avec le bien et est remplie d'une joie ineffable. Parvenue au terme de son ascension, l'âme atteint un état d'unité supérieure à l'intellect, par laquelle elle jouit de Dieu dans une vision qui dépasse l'intelligence. L'âme devenue intellect doit, pour atteindre l'un bien, le premier principe, se dépouiller de la pensée. Elle doit retrouver en quelque sorte l'état pré-intellectuel et informe de l'intellect qui vit auprès du bien, écrit
Le bien, en effet, ne pense pas, ou plus précisément, il ne pense ni les choses qui viennent après lui, ni lui-même. Texte. J'ai pas mis ce texte. Cette transcendance absolue du bien que Plotin affirme avec insistance contre les stoïciens et surtout contre Aristote ne va pas sans difficulté pour un lecteur chrétien qui se veut platonicien. Cette difficulté transparaît à plusieurs reprises dans les notes de Ficin. Que l'un ne pense pas est un des paradoxes platoniciens, écrit Ficin en marge du chapitre 38, mon texte 33. Une formulation similaire se retrouve un peu plus loin, texte 34, où Ficin écrit que les platoniciens enlèvent de force l'intellection à Dieu. L'expression traduit à l'évidence, sinon un désaccord total, du moins une réticence. Mais Ficin s'empresse d'en atténuer la portée. Ces mêmes platoniciens ne dénient pas à l'un d'être la vérité, la certitude, etc. En d'autres termes, rien dans le système plotinien n'interdit de dire que l'un, le premier principe, est vérité, puisque le principe suprême est bien la source de toutes les formes présentes dans l'intellect. L'opposition entre ces deux positions se résume en réalité à une différence de perspective. On ne peut dire positivement de l'un qu'il est vérité, puisqu'on ne peut même pas dire qu'il l'est tout court, mais du point de vue de l'âme qui monte vers son origine, le principe premier est bien vérité en tant que source de toute vérité. Si Plotin lui-même s'autorise donc par un changement de perspective d'attribuer à l'un bien certains des qualificatifs que les chrétiens attribuent à Dieu, la conciliation entre tradition chrétienne et doctrine plotinienne devient en revanche vraiment ardue dès lors que l'on se place au niveau théologique proprement dit. La distinction entre l'un absolument simple et l'intellect un multiple constitue une imitation de la Trinité, écrit Ficin dans le texte 36. Le premier principe correspond par conséquent à Dieu le Père et l'intellect, où l'on peut établir conceptuellement une différenciation entre le pensant noun, tonoun, et le pensé, tonoumenon, renvoie au Fils et au Saint-Esprit. Le parallélisme entre le sommet du système plotinien et la Trinité chrétienne est toutefois pour le moins artificiel. Ficin en a parfaitement conscience puisqu'il s'empresse de préciser, toujours dans ce texte 36, que Plotin reçoit la doctrine trinitaire à la façon d'Arius. Cette précision est importante, à plus d'un titre. Elle permet en effet de décrire les deux premiers principes plotiniens en termes chrétiens, puisque l'absolue transcendance de l'un par rapport à l'intellect équivaut à la distinction substantielle qu'établissent les Ariens entre le Père et les deux autres personnes de la Trinité. Et elle esquisse par ailleurs une vision de l'histoire qui est du plus haut intérêt. Si l'on prend la note de Ficin à la lettre, et rien ne nous interdit a priori de le faire, l'on peut en conclure que pour Ficin, Plotin a subi et accepté, acquipit, l'influence de la théologie chrétienne. Sa doctrine trinitaire est certes hérétique, mais la condamnation de l'arianisme, Ficin ne l'ignore pas plus que la plupart de ses contemporains, est intervenue seulement en 325. Plotin n'a donc pas pu connaître l'orthodoxie instaurée à Nicée. L'importance de cette note apparaît encore plus clairement si on la compare à une observation historique et doxographique que Ficin fait dans l'Argumentum au livre 6 de la République, qui est apparu dans son édition latine de Platon en 484. Ficin y établit une distinction entre philosophes platoniciens en fonction de leur adhésion à la doctrine subordinationniste. C'est mon texte 37. Bien que quelques-uns parmi les platoniciens distinguent par la substance Dieu le Fils de Dieu le Père à la façon des Ariens, c'est ce que fait notamment Julien dans le livre sur le Soleil. Le précepteur de Julien, Jamblique, introduit néanmoins des mystères des Égyptiens dans lesquels le Père et le Fils ont certes une raison différente, mais semblent avoir la même substance. La suite du texte de cet Argumentum précise quel est ce mystère que transmet Jamblique. Il s'agit de l'exposé consacré à la cause première chez les Égyptiens, dans le De Mysteriis 8.2. Jamblique explique que chez les Égyptiens, le Dieu tout premier par rapport au Dieu et roi premier, qui demeure immobile dans sa solitude et sa singularité, donc ce Dieu constitue le modèle du Dieu qui est à soi-même un Père et un Fils, et qui est le vrai bien. Ce Dieu premier est principe, Dieu des dieux, monade, issu de l'un, antérieur à l'essence.
La remarque de Ficin dans son argument au livre 6 de la rhétorique ne vise donc pas l'ensemble de la hiérarchie des principes exposés par Jamblique, mais seulement le deuxième niveau de celle-ci, celui de l'un relatif dont procèdent les autres dieux et l'essence. Ce premier Dieu est fils du Dieu tout premier, mais il est surtout fils de lui-même et père de lui-même. C'est donc à ce seul niveau que l'on peut à la rigueur reconnaître une distinction père-fils qui n'a rien de substantiel, puisqu'il s'agit d'un seul et même Dieu. Dans son discours sur Hélios roi, Julien l'Apostat, le disciple de Jamblique, distingue également trois niveaux, le bien lui-même, Hélios ou le grand Hélios, que le bien a placé à la tête des dieux intelligents, et en troisième position, Tritos, ce disque solaire qui brille à nos yeux. Dans ses notes marginales au discours de Julien, qui figure dans le manuscrit de la bibliothèque ricardienne, manuscrit grec 79, Ficin transcrit la relation entre le premier et le deuxième élément, ou interprète la relation entre le premier et le deuxième élément comme une relation père-fils. Ces trois soleils forment donc une triade divine. Christiana imitatur, écrit Ficin un peu plus loin dans ce même manuscrit de la bibliothèque ricardienne. Mais le Fils est ici nettement subordonné au Père, et le troisième soleil se situe à un niveau encore inférieur. Selon le point de vue chrétien, Julien expose donc une hiérarchie subordinationniste. La note marginale de Ficin au texte de Plotin, comme son argument au livre 6 de la rhétorique, dessine une ligne de fracture entre platoniciens proches de l'arianisme et ceux qui se font l'écho d'une doctrine plus compatible avec le dogme trinitaire orthodoxe. Cette distinction ne doit toutefois pas être surévaluée. L'orientation subordinationniste de la philosophie de Plotin peut s'expliquer par le contexte historique et l'absence de distinction substantielle entre le Père et le Fils que Ficin décèle dans le De Mysteris ne concerne qu'une parcelle de la hiérarchie divine qu'expose Jamblique. Ces éléments d'une théologie platonicienne que Ficin rassemble patiemment chez les philosophes antiques qui se réclament de Platon relèvent de la catégorie des mysteria, terme dont on a à juste titre souligné le lien étroit avec la prisca theologia, mais qui désigne aussi bien entendu l'aspect énigmatique de tel ou tel point de doctrine énoncé par les platoniciens. Or, ce qui est éminemment mystérieux et qui dépasse par définition toute compréhension intellectuelle, c'est la connaissance du bien, qui est, selon Platon, la science la plus haute. Et cette science suprême dépasse tout discours. L'une des voies pour s'en approcher est la théologie négative. On pourrait dire, écrit Plotin, c'est mon texte 38, on pourrait dire qu'aucun des attributs qui appartiennent et adviennent aux autres ne lui appartient, même pas l'essence et par conséquent non plus le penser. C'est pourquoi à lui n'appartient ni discours, ni perception, ni science, car on ne peut rien lui attribuer comme prédicat. Rien ne doit être prédiqué au sujet de l'un, répond Ficin dans les marges de son manuscrit, c'est le texte 39. Face au premier chapitre du traité 6, 9, Énéade 6, 9, donc le dernier traité des Énéades, et le traité qui est aussi le 9e traité dans l'ordre chronologique. Pour le lecteur chrétien qu'est Ficin, cette orientation apophatique rapproche Plotin du pseudo-Denis. Denis est également cité, on le voit dans le texte 40. Denis est également cité en marge du premier chapitre, texte 41. Le contexte immédiat de la citation, donc de mon texte 41, est toutefois différent. Ficin résume dans cette note ce qui est, selon lui, la position de Plotin concernant les rapports entre l'être et l'un. L'un dépasse l'être, en tant que principe absolument simple, dont procède l'être premier, ou l'intellect en tant que principe admettant la multitude. L'argument qu'esquisse brièvement Ficin dans cette note, pour prouver cette suréminence de l'un, est tiré de la théologie platonicienne de Proclus. Si l'un et l'être sont identiques, ce qui est la position communément admise par les platoniciens antérieurs à Plotin, leurs contraires doivent également être identiques. Or, le multiple, contraire de l'un, et le néant ou le non-être, contraire de l'être, ne sont pas identiques. La prémisse est donc également fausse. Le même argument se retrouve dans la théologie platonicienne de Ficin. La prééminence de l'un sur l'être se traduit par une différence d'extension de ces deux principes dans le bas de l'échelle ontologique. La matière informe relève autant de l'un que la matière dotée de forme, alors que l'une et l'autre ne possèdent pas l'être au même degré. Exemple ultime de cette différence d'extension des deux principes, la privation, qui relève de l'un, mais qui ne peut pas être qualifiée d'étant, et qui ne participe donc pas à l'être. Ces précisions sur l'extension de la causalité du premier principe au-delà du domaine de l'être ne figurent toutefois pas chez Plotin.
mais relève de la systématisation néoplatonicienne du Ve siècle. Déjà attestée chez Syrianus, la position ici défendue par Ficin est exposée de façon systématique par Proclus et reprise par ses successeurs néoplatoniciens. La source immédiate de Ficin n'est toutefois pas Proclus, mais le pseudo-Denis, comme le montre le renvoi à la fin de la note. Ces précisions sur l'extension, dans le De Divinis Nominibus, le pseudo-Denis affirme en effet la puissance du premier principe en ces termes. Je cite en 2. Je cite la traduction de Gandillac. Il est vrai que la puissance du bien est extraordinairement grande, que ceux-mêmes qui sont privés de lui, et jusqu'à cette privation elle-même, peuvent encore recevoir pleinement sa participation. Dans son commentaire au De Divinis Nominibus, Ficin reprend à son compte la formulation de Denis, c'est le texte 43. Si grande est la puissance du bien en soi, que même la privation en soi, qui est justement appelée le mal, trouve son soutien dans le bien, et que personne ne peut rejeter le premier bien, sinon par une espèce de puissance et de mouvement qui dépend en fin de compte du bien lui-même. Et Ficin ajoute immédiatement, la matière première enfin, que nous considérons par sa nature comme privée de toute forme et que nous estimons de ce fait dépourvue des biens particuliers, n'est pas complètement abandonnée par le bien, puisqu'elle dépend de lui et lui obéit facilement à lui, qui en quelque sorte l'informe, et puisqu'elle semble adopter très avidement les formes comme image du bien lui-même. Mais le développement à la fois le plus explicite et le plus proche de la note que Ficin est consacré à cette question se trouve dans le commentaire au De Mystica Theologia, texte 44. La raison formelle de l'étant, écrit Ficin, et celle de l'un sont différents, car à l'être s'oppose le non-être, à l'un en revanche s'oppose la multitude, de la même façon donc que la multitude diffère du néant, de la même façon l'un est différent de l'être. Suscité par l'insistance de Plotin sur la transcendance absolue de l'un, l'annotation de Ficin déborde ici très nettement le cadre plotinien pour lui adjoindre les développements ultérieurs issus de la systématisation platonicienne de l'école d'Athènes. Sur un plan plus philologique, les liens entre cette note et le commentaire au corpus dionysien illustrent la concomitance au moins partielle du travail que mène Ficin sur les Énéades et de sa lecture du pseudo-Denis. Même si le premier principe transcende l'être et est de ce fait indescriptible, Plotin ne se contente pas de l'approche apophatique. Toujours dans le traité Énéade 6-9, il tente également une description plus positive du premier principe, tout en reconnaissant qu'il s'agit là d'un discours audacieux et que la vision de celui qui parvient à l'union avec le premier principe est difficile à décrire. La tentative de définir les conditions qui peuvent conduire à une sorte de communion, ce sont ces termes, avec l'un, débouche sur une série de métaphores caractérisant l'âme qui a la vision de l'un. Cette union de l'âme avec Dieu, Henosis psyches prostéon, écrit Ficin dans le texte, en marge du manuscrit, texte 45. Cette union de l'âme avec Dieu est non seulement une vision, c'est une fin et un repos, pour reprendre les termes de Platon. Et dans les passages les plus hymniques du traité de Plotin, l'âme, atteignant le principe suprême, se voit elle-même comme remplie de lumière intelligible, voire devenue lumière par pure elle-même, devenue Dieu, ou plutôt qui est Dieu. Mais ce n'était probablement pas une vision, mais une autre façon de voir, une sortie de soi, un épanouissement, une aspiration vers le contact et le repos. Ce sont donc ces passages plotiniens. Cette union à Dieu, ou déification de l'âme, est traduite par Ficin dans le commentaire par la notion étrangère à Plotin et à toute la tradition philosophique antique antérieure de la jouissance de Dieu. Jouir de Dieu, écrit Ficin dans le commentaire au chapitre 9, ce n'est pas tant voir Dieu, mais plutôt le toucher. Et Fruitio Dei est également le titre que Ficin a choisi pour les 2 derniers chapitres dans son commentaire édité. Ce recours à un concept d'origine augustinienne. Pour Augustin, on peut citer l'extrait du De Civitate Dei que j'ai mis dans l'exemple guidé, c'est le texte 47. Donc ce recours à un concept d'origine augustinienne est déjà attesté dans la note marginale, mon texte 46. Cette notion de la fruitio Dei n'est pas plotinienne, mais elle est toutefois préparée chez Plotin par un vocabulaire qui relève du même registre lexical. Dans quelques lignes du traité sur le beau, Énéade 1, 6,
mon dernier texte, texte 48, Plotin évoque ainsi la jouissance de celui qui a été rendu semblable au premier principe, apolaon autou homoioumenos. En conclusion, je voudrais simplement insister sur un point qui me semble crucial. Complété avec l'apport des notes qui figurent dans le manuscrit de Paris, notre vision de l'exégèse ficinienne de Plotin se trouve enrichie, même si elle n'est pas bouleversée, moins christianisante sur certains points, mais moins néoplatonicienne sur d'autres. Moins néoplatonicienne, c'est notamment le cas du texte 19 de mon exemplier que je n'ai pas eu le temps de présenter, et qui concerne l'interprétation de la création du monde selon le Timée. Donc, moins christianisante, moins néoplatonicienne, plus ouverte sur d'autres traditions anciennes et médiévales, mais aussi moins irénique. La lecture ficinienne de Plotin, telle qu'elle se présente dans les marges de son manuscrit de travail, apparaît moins figée et plus spontanée que le volumineux commentaire publié en 1492. Dans le système dynamique de Plotin, que l'on a pu décrire comme une philosophie de point de vue, caractérisée par de fréquents changements de perspective, Ficin trouve une source d'inspiration presque inépuisable, qui l'a accompagné pendant une bonne période de sa vie de philosophe. Plus que tel ou tel point doctrinal précis et par-delà les désaccords pratiquement insurmontables, c'est sans doute cette construction platonicienne audacieuse qui a profondément marqué son propre système philosophique, où l'élément dynamique l'emporte toujours sur la classification figée et dogmatique des différents degrés de l'échelle des réalités. Merci beaucoup.